Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 2 qui s'intitule « Le péché originel ». Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Alors on se retrouve aujourd'hui pour enregistrer l'épisode 4 de la saison 2 de ta chanson qui s'appelle « Le péché originel ». Eh oui. Alors est-ce qu'on peut l'écouter dans un premier temps ? Bien sûr. Ils croient que leurs désirs sont vraiment spontanés, qu'ils sont le fruit de leur originalité. En désirant les mêmes choses, ils entrent en conflit. L'autre est modèle, puis obstacle, tout se multiplie. Leurs désirs se renforcent dans un cercle vicieux. Chacun est le modèle de l'autre, c'est contagieux. La tension monte, il y a danger d'explosion. Puis un phénomène va faire baisser la pression. Au début c'est tous contre tous et puis tous contre un. Le lynchage se produit au moment opportun. Ils ont un vrai coupable, il doit être sacrifié. Et le calme revient, il va être déifié. Au purgatoire, dans la deuxième corniche, où finissent les envieux, soignés par l'amour en période probatoire, obligés de lire la Genèse sur un prie-dieu. Le serpent a été le premier médiateur du premier désir d'Ève a été le moteur. Le désir d'Adam n'a pas été virginal. En vérité, c'est Ève, son modèle principal. L'erreur est de croire au pouvoir de choisir. La violence des humains est bien due au désir provoqué par un autre, non pas original. L'envie est seule et unique, péché capital. Ils comprennent le sens du péché originel, l'envie et le désir mimétique éternel. Merci beaucoup de nous avoir fait écouter ton morceau. Merci à toi de me donner l'occasion de le rendre public. Ah bah, c'est avec grand plaisir et vraiment une immense joie. Est-ce que tu peux nous en lire les paroles ? Oui. Le péché originel à René Girard. Ils croient que leurs désirs sont vraiment spontanés, qu'ils sont le fruit de leur originalité. En désirant les mêmes choses, ils entrent en conflit. L'autre est modèle, puis obstacle. Tout se multiplie. Leurs désirs se renforcent dans un cercle vicieux. Chacun est le modèle de l'autre, c'est contagieux. La tension monte, il y a danger d'explosion. Puis un phénomène va faire baisser la pression. Au début, c'est tous contre tous, puis tous contre un. Le lynchage se produit au moment opportun.
Ils ont un vrai coupable, il doit être sacrifié. Et le calme revient, il va être déifié. Pas de liaison malte à propos. Tôt ou tard, ils finiront tous au purgatoire, dans la deuxième corniche où finissent les envieux. Soignés par l'amour en période probatoire, obligés de lire la Genèse sur un prie-dieu. Le serpent a été le premier médiateur, du premier désir d'Ève a été le moteur. Le désir d'Adam n'a pas été virginal, en vérité c'est Ève son modèle principal. Et l'erreur est de croire au pouvoir de choisir. La violence des humains est bien due au désir provoqué par un autre, non pas original. L'envie est seul et unique péché capital. Ils comprennent le sens du péché originel. L'envie est le désir mimétique éternel. Merci. Mais du coup, là, moi, il y a une phrase quand même qui me saute un peu aux oreilles quand tu dis l'envie est seul et unique péché capital. Oui, en fait, c'est pas vrai. Hein. L'envie, c'est un des 7 péchés capitaux. Simplement, pour moi, c'est le principal, puisque c'est la source de la violence dans les sociétés. Hein. Je vais faire plus simple, parce que la dernière fois, ils en ont eu pour 40 minutes, les pauvres auditeurs. Et alors, en fait, ça fait 2 fois que je répète un peu les mêmes choses, mais c'est important de comprendre René Girard, parce que c'est quand même compliqué. Donc, ça redit, en fait, à la fois, je résume le phénomène victimaire, hein, et le désir. Ils croient que leurs désirs sont vraiment spontanés. C'est ce que disait René Girard dans Mensonge, romantique et vérité romanesque. Romantique, c'est quand tu es dans la méconnaissance et que tu crois que c'est toi qui as ton désir qui naît de toi. Et romanesque, c'est quand tu as compris qu'il est provoqué par autre chose. Hein. D'accord. Et qui sont le fruit de leur originalité. En fait, c'est pas vrai. Donc, en désirant les mêmes choses, ils entrent en conflit. L'autre est modèle puis obstacle, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai dit toujours. C'est le résumé du mécanisme victimaire, comme je l'ai déjà dit. Alors, troisième strophe. Tôt ou tard, ils finiront tous au purgatoire, dans la deuxième corniche où finissent les envieux. La deuxième corniche, ça fait référence à la divine comédie de Dante, en fait, le purgatoire, où les âmes, elles doivent, en fait, il y a plusieurs corniches, il y a 7 corniches superposées, dans une espèce de tour, et pour se laver, les âmes doivent séjourner là-dedans. Voilà, Et donc donc là, dans la corniche de l'envie, les âmes envieuses, elles restent là-dedans pour qu'elles soient soignées. Et donc, l'envie, on est d'accord, c'est lié au désir mimétique, ou pas forcément? Comment expliquer ça? Disons qu'il y a un lien avec les neurones miroirs, parce que quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, ça fait fonctionner les mêmes neurones chez soi. Donc, tu vois quelqu'un en train de Donc, je manger pense une que- glace, tu n'avais pas forcément envie de manger une glace, Voilà. mais là, tu as envie de manger une glace. Voilà, c'est l'anecdote de mon voisin et de sa Mercedes. Quand je le Mhm. vois dans sa Mercedes, ça me provoque l'envie d'en avoir une. Du coup, c'est quoi la différence avec la jalousie alors? Et la jalousie, l'envie c'est un plan à 2, la jalousie c'est un plan à 3. C'est-à-dire que la jalousie, je suis jaloux de quelqu'un s'il veut me piquer ma femme ou s'il veut me piquer quelque chose, me prendre quelque chose que j'ai. Ah oui, c'est qu'il y a la notion de quelque chose que j'ai déjà, donc tu ne Voilà. peux pas être jaloux de quelque Mais- chose que tu n'as pas. Dans le langage courant, l'envie est appelée la plupart du temps jalousie. C'est-à-dire que quand le voisin a une Mercedes et que on dit il est jaloux de son voisin, en fait c'est de l'envie. Mais quand on dit jaloux, tout le monde comprend. Oui. Alors que l'envie, c'est en fait un sentiment de dévalorisation, de tristesse quand on voit, au vu des possessions d'autrui, et ça peut même aller jusqu'à je l'ai déjà dit mais je répète, la Schadenfreude des Allemands, la joie du malheur de l'autre. C'est-à-dire qu'à l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait l'envie c'est une incapacité à se réjouir du bonheur d'autrui, et c'est aussi une capacité à se réjouir du malheur d'autrui à l'inverse. C'est quand même un peu fort, mais c'est ça. Parce que dans le fond, Oui, comme tu n'as pas quelque chose, tu veux que ça soit tout le monde à la même enseigne, et donc ça t'énerve si le voilà. voisin... Et alors, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que ça enlève, l'envie qu'est-ce que ça enlève que quelqu'un ait plus que moi, etc. C'est pas compliqué. Ça enlève le sentiment de sa propre supériorité. Quand quelqu'un fait mieux que moi, je ne suis plus supérieur. Donc c'est ça l'origine de l'envie. En fait, dans le fond, c'est un orgueil mal placé, quoi. D'accord. Et plus on est proche, plus l'envie s'exacerbe, parce que plus on est lointain, plus Oui. l'humain semble différent. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, tu vas pas envier une star parce qu'elle a une grosse maison, mais par contre, ton voisin ou ton beau-frère ou quoi qui a mieux que toi, ça va t'énerver. Oui, parce que c'est atteignable, donc tu te dis à lui... Oui, et puis surtout, tu te Mm. dis que le voisin, le beau-frère, est ton égal. Oui. Alors, tu te dis que quelqu'un de lointain, c'est ce que René Girard appelait la médiation externe. Médiation externe, c'est Johnny Hallyday a une belle maison. D'accord. La médiation interne, c'est mon voisin, on a une plus belle que moi, donc ça se rapproche. Donc ça exacerbe. C'est quoi cette histoire de médiation?
Alors, un médiateur, c'est quelqu'un qui te dit que c'est bien. D'accord. Tu vois, par exemple, ben, c'est c'est la source de la publicité, pourquoi est-ce que Les influenceurs. Voilà, c'est exactement ça, la publicité. Pourquoi est-ce que, c'est ce que j'ai dit l'autre fois, parce que je me répète, Georges Clooney avec le Nescafé, c'est un Oui. médiateur c'est Georges Clooney à qui comment dirais-je, tu accordes une haute valeur qui te dit le Nescafé c'est bien, tu vois? D'accord. Oui, donc du coup, alors que si Voilà. c'est quelqu'un que tu t'estimes pas, et ben du coup, ça va pas la Alors, même portée. alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est en 2023, il y a René Girard qui a travaillé 60 ans sur le sujet, et tu t'aperçois qu'en fait, dans la Genèse, il y a tout de suite le désir mimétique, c'est-à-dire que quand ils sont chassés parce que Ève a mangé la pomme, etc., et Adam, eh ben, ils se défendent. Ève dit ben, c'est pas moi, c'est le serpent. Et Adam dit ben, c'est pas moi, c'est Ève. C'est-à-dire que le désir d'Ève a été provoqué par le serpent, par quelqu'un d'autre. Et là encore, c'est pas explicite, mais c'est ça. C'est-à-dire que le désir a été provoqué par quelqu'un d'autre. Dès le départ, le premier texte, la Genèse de la Bible, c'est ça. Les 10 commandements, c'est ça. Les évangiles, c'est ça. Quand on lit, avec les lunettes mimétiques, c'est clair comme de l'eau de roche. Et comme disait René Girard, je n'ai rien inventé, comme disait Clément Rosset, pareil, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que révéler des évidences qui n'étaient pas si évidentes que ça, mais c'est quand même assez évident une fois qu'on le sait. Hein. Voilà, et donc c'est ce que j'ai dit, le désir d'Adam n'a pas été virginal, en vérité c'est Ève son modèle principal, c'est-à-dire son médiateur. L'erreur est de croire au pouvoir de choisir, la violence des humains est bien due au désir provoqué par un autre. Le sens du péché originel, l'envie et le désir mimétique éternel, et ça se retrouve bien dans la littérature, par exemple Stendhal, dans le Rouge et le Noir, que tous les gens qui sont allés jusqu'en première, enfin, en général on l'étudie au lycée, hein. Donc je répète, hein, donc Monsieur de Rênal veut donner, Monsieur de Rênal c'est un riche de province, et qui veut faire Julien Sorel. Je pense toujours à Gérard Philippe, parce qu'il le jouait super bien. Il veut faire Julien Sorel le précepteur de ses deux fils, mais en fait, ce que Stendhal appelle la vanité, en fait, c'était pas encore bien formulé au niveau désir mimétique, mais c'est pas du tout parce qu'il veut éduquer ses enfants, ni par amour du savoir. Son désir est pas spontané. En fait, il discute avec sa femme et il dit le Valenod, c'est son voisin qui est plus riche que lui et qu'il envie, hein, dont il est jaloux, on peut dire. Le Valenod n'a pas de précepteur pour ses enfants, il pourrait bien nous enlever celui-là. C'est-à-dire que, et c'est ce que fait la publicité, ou quand on dit attention, les séries limitées, ou les voitures, ou quand on dit attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ouais, quand l'accès à la chose est facile, ça éteint le désir. Et donc pour le raviver, il faut dire que c'est difficile, qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Là, du coup, ça allume le désir. Et donc en fait, pour qu'un vaniteux désire quelque chose, un objet, il suffit de convaincre que cet objet est déjà désiré par un tiers auquel s'attache un certain prestige. C'est exactement ce que fait la pub dont j'ai parlé à l'instant. Donc le médiateur, c'est ici un rival que la vanité a d'abord suscité. Hein. Et donc en fait, Valenod, c'est l'homme le plus riche et le plus influent de Verrières après Monsieur de Rênal. Hein. Et alors ce qu'il y a de marrant, donc ce qu'a très bien vu Stendhal, c'est-à-dire qu'il fait une proposition au père de Julien Sorel, qui est un paysan, et qui a son fils qui a fait le séminaire, donc il est très instruit. Et le paysan, qui connaît évidemment pas ni la théorie mimétique et qui n'a jamais rien lu, il a cette réponse géniale. Et pour le salaire, il dit ben, on trouvera mieux ailleurs. Et donc, du coup, Monsieur de Rênal, il se dit ça y est, c'est Valenod qui l'a mieux payé. Donc, il va le payer encore plus avec cette ruse du père de Julien Sorel, qui n'est qu'un simple paysan, mais qui connaît bien l'âme humaine sans avoir eu besoin. Parce que ce que je te dis là, moi, comme je te dis, moi j'ai besoin de théoriser, mais il y a des gens qui comprennent ça intuitivement sans avoir besoin de. C'est comme pour le bonheur, il y a des gens qui sont doués pour le bonheur qui n'ont jamais rien lu, mais qui sont heureux. Et tu as des gens, en psychologie c'est pareil, il y a des gens qui comprennent les gens sans avoir besoin, les autres sans avoir besoin d'avoir lu des tonnes de bouquins comme moi. Et là c'est pareil, le paysan, il a compris les règles du désir mimétique sans le savoir, tu vois. Le prix toujours plus élevé que l'acheteur est disposé à payer, en fait ça se mesure au désir imaginaire qu'il attribue à son rival. Donc il y a, dans ce cas-là, et au nombre de pièces d'or qu'il a dans sa bourse aussi. Voilà, donc il y a bien imitation de ce désir imaginaire en fait. Stendhal, il parle de vanité. Alors, chez Proust, c'est encore plus simple. Tu sais, c'est Proust qui va au théâtre. Il voit une pièce où il voit la Berma, je crois qu'il chante, je ne sais plus exactement. Il se dit, oh là, c'est nul.
Il rentre chez lui, et puis il y a un invité qui arrive, il dit « Ah, c'était génial, c'était extraordinaire, etc. » Du coup, hop, Proust, il dit bah, « En fait, c'était vachement bien. » Mais sinon, le désir ne vient pas de lui-même, il vient parce que quelqu'un lui a dit que c'était bien. C'est ça le médiateur. Et donc, alors ça, c'est une forme particulière, parce que Proust était très orienté là-dessus. Tout le monde n'est pas à ce degré-là. Mais chez Proust, en fait, la suggestion est supérieure à l'impression. C'est pareil aussi chez Shakespeare, qui sont encore des 4, dans l'énéagramme, comme j'ai déjà dit. Une pièce ou une nouvelle, je ne sais plus, de Shakespeare, qui est le viol de Lucrèce. C'est quelqu'un qui apprend, il y a quelqu'un qui parle de Lucrèce en des termes incroyables. Le gars, il prend son cheval, il va chez Lucrèce et il la viole. C'est une pièce de Shakespeare, le viol de Lucrèce. Et donc, en fait, le désir est provoqué uniquement par le récit de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est le truc extrême de ce qu'on appelle le triomphe. C'est horrible aussi, pour le coup, de la violence. C'est le triomphe de la suggestion. Plus le médiateur, c'est celui qui dit que c'est bien, plus il se rapproche, plus son rôle grandit et celui de l'objet diminue. Et donc, si vous lisez L'Éternel Mari de Dostoïevski, là, c'est encore le degré au-dessus. C'est-à-dire que, en gros, Pavel, je vais l'appeler parce qu'il s'appelle Pavlovitch, mais enfin c'est chiant. En fait, c'est Pavel qui va se marier, et en fait, sa femme avait un amant, et donc, il va présenter sa nouvelle femme à l'ex-amant de sa femme, pour en quelque sorte qu'elle soit estampillée, pas comestible, mais correcte. En fait, il a tellement peu confiance en son désir qu'il la présente comme un appât à l'ancien amant de sa femme pour lui donner de la valeur. Il est incapable de voir par lui-même qu'elle a de la valeur. Chez Dostoïevski, dans L'Éternel Mari, en fait, c'est le héros, c'est le processus, c'est le désir mimétique d'abord, en fait. À un point incroyable, où c'est vraiment sur le devant de la scène, c'est ça qu'il y a sur le devant de la scène. Donc c'est assez rare dans la littérature, et en fait, c'est parce que le texte est énigmatique, parce qu'en fait, il est trop clair, et il projette en fait tellement de lumière sur ce triangle, on est tellement ébloui par ça qu'on n'arrive plus à le voir. Puis c'est tellement inhabituel de voir ça, mais en fait, avec les lunettes mimétiques, tu lis L'Éternel Mari, tu comprends tout, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le désir est vraiment provoqué par quelqu'un d'autre, à tel point qu'il a besoin, donc il court le risque que l'autre lui pique sa fiancée, mais il préfère ça, parce que sinon, il ne peut pas lui-même accorder une valeur à sa fiancée, tout seul. Il a besoin de quelqu'un. Oui, c'est comme dans une classe où quelqu'un qui n'a pas d'amis, quelqu'un qui a envie d'être son ami, il se dit « Ah oui, mais sinon, tout le monde va dire que je suis ami avec le bolos, et donc il ne va pas être ami avec, alors qu'il aurait peut-être bien aimé. » Voilà. Et que plus tard, si cette personne-là, elle réussit, tout le monde va la vénérer, alors qu'il lui crachait dessus 15 ans avant. Voilà, et dans le désir, le fait que ce soit paisible affaiblit le désir, et donc dans ce roman, en fait, Pavel, il arrive presque à désirer que son être aimé soit infidèle, parce que comme ça ravive. Ça ravive son désir, il peut ressentir l'amour. C'est bien dans le sens, ça veut dire que oui, il se passe quelque chose, etc., alors que sinon, c'est nul. Tel est bien le désir de Pavlovitch, en fait, c'est que l'Éternel Mari, il ne peut pas se passer de jalousie, parce que sinon il s'endort. Et il n'a pas assez confiance en lui pour y arriver. Toute petite conclusion vite fait quand même avec Shakespeare. Le songe d'une nuit d'été, donc il a écrit un bouquin remarquable, René Girard, c'est Shakespeare, Les feux de l'envie, que je vous conseille. Donc je cite quelques phrases pêle-mêle. « Je lui fais grise mine et malgré tout il m'aime. Oh, apprends-moi tes façons d'être et par quelle magie tu règles les battements de cœur des Démétrius. » En fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est tout simple. Dans un contexte mimétique, c'est très simple. Toute réussite amoureuse éteint le désir et tout échec l'exaspère. Ça, c'est pour les gens qui sont très soumis à ça. Tout le monde n'est pas soumis comme ça, attention. Voilà. Donc, plus je le hais, plus il me poursuit. Plus je l'aime, plus il me hait. Il y a aussi dans Un air de famille, un film de Clapiche, un acteur qui dit « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est la même chose. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Claire. Je te propose qu'on écoute, pour terminer l'épisode, une deuxième fois ta chanson. Eh ben d'accord. Ils croient que leurs désirs sont vraiment spontanés, qu'ils sont le fruit de leur originalité. En désirant les mêmes choses, ils entrent en conflit. L'autre est modèle, puis obstacle, tout se multiplie. Leur désir se renforce dans un cercle vicieux. Chacun est le modèle de l'autre, c'est contagieux. La tension
tous contre tous et puis tous contre un. Le lynchage se produit au moment opportun. Ils ont un vrai coupable, il doit être sacrifié. Et le calme revient, il va être déifié. Tôt ou tard, ils finiront tous au purgatoire, dans la deuxième corniche où finissent les envieux, soignés par l'amour en période probatoire, obligés de lire la Genèse sur un prie-dieu. Le serpent a été le premier médiateur du premier désir d'Ève, a été le moteur. Le désir d'Adam n'a pas été virginal. En vérité, c'est Ève, son modèle principal. L'erreur est de croire au pouvoir de choisir. La violence des humains est bien due au désir provoqué par un autre, non pas original. L'envie est seule et unique, péché capital. Ils comprennent le sens du péché originel, l'envie et le désir mimétique éternel. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.